Bonjour, bienvenue à ce moment. On prend ensemble pour discuter karma et dharma. Karma, c'est la somme de nos actions et leurs conséquences. Dans la méditation, on passe du grossier vers le subtil pour un retour à la source. Les 5 couches de l'être, les 5 koshas, c'est une façon d'aller de l'extérieur vers l'intérieur. On pense des fois à l'exemple des poupées russes, et puis on enlève une couche pour aller vers le noyau. Eh bien, c'est la même idée avec la couche physique, la couche énergétique, la couche c'est-à-dire mentale émotionnelle, ensuite la couche intellectuelle et la couche de félicité. Puis, tout est Satchit Ananda, tout est intelligence universelle qui est consciente, éternelle, et puis la félicité, un bain vibratoire. Tout, à la base, est simplement de l'énergie en état de potentiel. Puis, notre mission de vie, celle de notre âme, c'est que notre être, notre expérience humaine, nous amène à un retour vers soi. Donc, l'état de samadhi, et même de soutenir cet état pour qu'on ait une mort paisible. Une mort paisible, est-ce que c'est pour ça? C'est certainement une conséquence de l'état de samadhi, puisqu'on a un retour à la source. À la source, on trouve notre véritable nature et on constate que nous sommes Satchit Ananda. Et de Satchit Ananda, il y a séparation, et là, les histoires sont créées par rapport à l'avenir, par rapport au passé, par rapport à toute la matière. Nous, Satchit Ananda, l'état de samadhi. Maintenant, on a des aperçus de samadhi. Et c'est juste avoir ces aperçus-là qui nous ramènent à la source. En méditation, quand on a cette expérience au-delà du mental, bien, ça nous fait réaliser qu'on est éternel. Aussi, à la base, Satchitananda. Alors, pourquoi avoir peur de la mort si c'est juste une expérience temporaire, celle de l'expérience humaine? Oh, parce qu'on est faussement identifié à les 5 couches de l'être. Les koshas, on est faussement identifiés. On pense qu'on est ce corps. Fait que là, on regarde le corps, puis on n'est pas satisfait, puis on veut que ça soit mieux. On se juge. On juge les autres. On s'identifie au corps. On s'identifie à nos émotions, à nos pensées. Et puis, notre conditionnement, nos histoires, on commence à les croire que c'est vraiment qui nous sommes. Je suis prof de yoga, on doit me prendre au sérieux, sinon c'est une attaque à mon image. On a toutes des histoires. Et puis on s'identifie à ça, fait que c'est l'ego. On s'identifie faussement, même que nous sommes de l'énergie. Bon, c'est tout ça. Maya Kosha. Maya, c'est l'illusion, c'est le voile d'illusion. Et si on s'identifie à ces couches-là de notre être, les plus grossières étant le corps, et puis l'ego, toutes les histoires du mental et émotionnel, eh bien, c'est sûr que là, on va avoir des peurs associées à cette fausse identification. La méditation, elle, fait euh, union entre nous et puis notre véritable nature, donc l'existence humaine et la véritable nature. Autrement dit, elle fait s'écrouler le voile d'illusion. Maya veut dire illusion. Alors on parle de Maya Kosha, c'est l'illusion des couches de l'être. Ce ne sont pas véritables. Rien n'est véritable, sauf Satchitananda. Alors, on retourne à l'état de samadhi
Et puis, c'est juste avoir cet aperçu-là va faire qu'on n'a pas de peur de la mort de cette identité, la mort de l'ego. C'est pourquoi qu'on a une peur qui est surdimensionnée, qui cause des stress, de l'anxiété. Si on n'a pas peur de la mort, on réalise et on constate, on reconnaît qu'on est Satchitananda, on n'a plus peur de la mort. Ça change une vie. Si j'ai pas peur de mourir, oui, je veux pas laisser mes enfants, oui, je veux pas laisser ma famille, mes parents, ceux que j'aime, je veux pas leur faire de la peine, je veux pas souffrir. Mais qu'est-ce qui souffre? Qui souffre? Au niveau du corps physique, oui, mais on n'est pas le corps physique. On peut prendre du recul et être témoin même de la souffrance. Et puis quand on prend un recul et on est témoin, on réalise que nous ne sommes pas le corps physique. Ok, le corps physique souffre. Mais en fait, il peut y avoir une douleur sans qu'il y ait une souffrance. La souffrance est optionnelle. Parce que si on se désassocie, on réalise, ok, il y a une douleur, mais est-ce que j'ai besoin de souffrir? Moi, là, je regarde mon chien. Les derniers 2 jours, il s'est battu avec d'autres chiens. Il y avait 4 chiens dans un champ de maïs. Puis le maïs, c'est des morceaux gros de même, hein, après qu'ils aient coupé tout et récolté tout le maïs. Mon chien s'est fait mal, et puis là, il boite. Il a quand même l'air heureux. Oui, il est piteux, mais quand il me voit, il est tout content. Alors, la souffrance est optionnelle. Le karma, le dharma. Dharma, c'est la mission de l'âme. Et puis, puisque la mission de l'âme, ce qu'elle veut pour nous, c'est qu'on ait un retour à la source. Et bien, c'est un retour à Satchitananda. Donc, reconnaître que nous ne sommes pas les 5 couches de l'être, que c'est une illusion, reconnaître que tout est énergie, nous fait apprécier chaque moment tellement plus. On veut vivre pleinement. Hey, c'est temporaire. Fait que, pourquoi perdre le temps sur les petites affaires, les petites histoires? Donc, je souhaite de reconnaître que votre dharma, c'est juste de vivre authentiquement. Nous sommes une expression individuelle du divin, du sacré. Cette source qui se sépare d'elle-même pour expériencer elle-même par nous. Par nous. Fait comment qu'on peut honorer le divin dans tout ce qu'on fait? Dharma. Point final. Être pleinement l'expression de soi. Un autre sujet, ça. Comment qu'on va y arriver? On va en parler dans les prochains cours. L'expression unique, individuelle de soi en tant qu'être humain vivant l'expérience humaine. Être spirituel, je me reprends, on est un être spirituel vivant l'expérience humaine. Quel est notre dharma? Comment on peut vivre pleinement honorant le sacré? Karma. Karma. Quand j'avais 9 ans, j'étais quand même un peu wild child. Et puis, pas surprenant. J'avais mon anniversaire, le jour de mon anniversaire, le 6 août. Alors, je suis avec des amis et puis on s'ennuie, hein, c'est les années 70, fait que c'est clair qu'on fait ce que les enfants font les années 70, en 79. Pas d'internet, on n'est certainement pas sur nos tablettes, fait que on va au parc, on est au parc au bord du lac et puis on voit un nid de guêpe dans le sol et puis c'est sur la
petit début de pente d'une petite côte qui monte. Et puis, il y a un nid de guêpe. Bon, il y a une brosse à cheveux qui traîne à côté. Une brosse à cheveux cylindrique, là, tous les poils de brosse sont sur le bord en cylindre avec la manche. C'est à peu près la grosseur du trou de guêpe. Oh non, oh non, oh oui, c'est ça qui est arrivé. Fait que moi j'ai eu l'idée, ce serait le fun de pitcher la brosse dans le nid de guêpe. Pourquoi que ça serait le fun, je ne sais pas. Mais peut-être que j'en voulais contre les guêpes parce que je les trouvais énervantes puis agaçantes puis je voulais ma revanche. Je sais pas. C'est pensée d'un enfant de 9 ans peut-être. Et puis trop de temps. Mais on est créatif quand on a du temps sur nos mains, puis on apprend des affaires. Moi, j'ai appris que quand tu lances une brosse dans le trou d'un nid de guêpe, ils vont te suivre, toute la gang. Fait que, ouais, j'ai lancé le défi, t'es pas game, à mes chums. Et puis, ils ont lancé comme par exprès avec leur bras gauche ou quelque chose. C'était vraiment rien à faire, là. Ils ont manqué à toute la gang, juste quelques-uns qui ont essayé. Moi, j'avais du bisou, puis ils m'ont couru après toute la gang. Pas un de mes amis a eu une piqûre. J'ai couru tellement, tellement vite que je pense que j'avais des bleus sur les fesses de mes talons qui m'ont frappé à chaque fois que je faisais un pas pour courir et puis me rendre chez moi. J'étais le premier arrivé. Pas surprenant, mais je suis arrivé avec une centaine de guêpes et puis j'avais 17 piqûres. Je me rappelle vivement là, qu'il y en avait une en dessous de mon aisselle, puis c'était full enflé, mais j'en avais sur le visage aussi. J'ai eu une fièvre, ça a monté comme ça. Là. J'étais dans le lit, et puis ma mère mettait de la glace sur le front, etc. Bref, fast forward, on avance de 30 ans, en 2008, au mois de décembre. Et puis, je suis en Inde, je fais la formation professorale de yoga, et puis il y a une longue table, quasiment 20 pieds, vraiment une longue table, 15 pieds facilement. Puis j'ai mon livre, j'étudie. Je suis sur la table, il y a une guêpe qui arrive à l'atterrir juste devant mon livre, mais 1 mètre, elle marche. Elle marche. Pourquoi qu'elle vole pas? Elle a des ailes, elle marche. Je la trouve bizarre de marcher vers moi. Elle marche vers mon livre, elle embarque sur mon livre, puis moi j'ai le réflexe, là, je suis prêt là, à juste faire le même, puis c'est la fin de l'histoire de cette guêpe. C'est comme un réflexe d'un petit gars de 9 ans. Non, je suis 3 semaines en ashram, et puis on met en pratique la bienveillance. Hein. Alors, je me vois aller, puis je me retiens. Puis j'observe la guêpe. Elle a une fourmi sur l'aile. Puis, j'avais des ongles plus longs que ça. Je viens juste découper. Fait que ça dépassait. Là, je pogne la fourmi avec mes ongles, comme ça, sur son aile. Parce que je me dis, peut-être que cette guêpe-là a l'air à vouloir se faire dépanner. J'essaie de pogner la fourmi, et puis je fais un genre de mouvement du poignet pour arracher la fourmi de l'aile de la guêpe. La guêpe, elle se retrouve à peu près à la même place où est-ce qu'elle était quand elle a atterri. Elle marche vers moi, elle a encore la fourmi sur l'aile. Oh, OK. Fait que là, je me dis, elle, là, elle vient me voir pour que je la dépanne. Fait que je prends mon temps cette fois-ci. Là, la première fois, j'ai des souvenirs de me faire piquer, j'ai pas envie. Fait que j'ai fait ça vite. Là, je prends mon temps, puis je m'applique vraiment là, de façon surgical, chirurgicale. Et puis, je pogne la petite fourmi entre les ongles. Et puis, la fourmi, elle reste entre mes ongles, mais la guêpe, elle vient avec. Fait que là, je tiens une fourmi entre les ongles avec une guêpe attachée avec, qui grouille pas. Je fais le mouvement avec le poignet. La guêpe, elle part au vol.
elle part au vol, elle fait une longueur de 15 pieds, elle revire sur un dizaine, puis elle revient directement en face de moi. Puis elle part de même. Puis c'est la dernière fois que je l'ai vue. Mais je l'ai vue de proche. Vraiment, vraiment proche. Mon karma, c'était de, de faire la paix avec les guêpes. D'en sauver une. J'en ai peut-être tué quelques-unes. Action, conséquence. Cause et effet. What goes around comes around. Einstein dit « Toute énergie, c'est tout ce qu'il y a. Correspond à la fréquence de la réalité que tu veux et tu ne peux t'empêcher d'obtenir cette réalité. Il ne peut être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Et puis on parle de la physique quantique, c'est une physique au niveau de l'énergie. C'est une physique au niveau de la lumière, pas au niveau de la matière. Alors, quand je suis malin dans mon énergie, il y a cette longueur d'onde que je mets dans l'univers, et puis l'univers, elle me reçoit sur la même longueur d'onde, la même fréquence, fait qu'elle me retourne la même qualité d'énergie. Fait que quand on est bienveillant, l'énergie qu'on met, elle est sur une vibration plus haute, et puis c'est sur cette longueur d'onde qu'on va avoir des rencontres et des conséquences. Notre colonne vertébrale, c'est dans la moelle épinière un important conduit d'énergie et d'information. C'est une antenne. Puis, au cerveau, c'est la centrale de cette énergie, la centrale de cette information. Central Nervous System, la centrale nerveuse, Central Nervous System, ouais, la centrale nerveuse, la centrale du système nerveux. Et puis ça descend comme une queue, cerveau direct dans une queue, qui descend le long de la colonne, et puis qui informe toutes les cellules de votre corps, et qui énergise toutes les cellules de votre corps. Fait que vous portez en vous toute l'énergie exactement de ce que vous avez dans votre mental. Et puis qu'est-ce que vous ressentez de l'extérieur par les 5 sens, ça revient à l'intérieur. Fait que faut se rappeler à tous les jours que nous sommes des esprits qui vivent l'expérience humaine, sinon la vie ne fait zéro sens, et puis ça ne donne rien de parler de dharma. Mais vous le savez. Vous le savez parce que c'est dans la biologie 101 du secondaire 1. On l'a tout oublié peut-être, mais on n'a certainement pas oublié que notre système nerveux, il correspond aux 5 sens. Et puis que les 5 sens, ils convertissent l'énergie et l'information externe à l'énergie et l'information interne. Fait qu'on n'a rien qu'à se rappeler de ça. Il n'y a rien de chinois, il n'y a rien de ésotérique là-dessus. Et puis moi, je trouve que c'est super important de ramener ça, tout ce qui est spirituel, à un niveau où est-ce que le mental peut dire « Oui, je suis d'accord, je comprends. Intuitivement, je comprends la couche intellectuelle de notre être est d'accord. » Et puis là, elle va relâcher quand vient le temps d'arriver dans cet espace de réceptivité pour vivre son dharma, pour écouter la vérité qui vient de l'intuition, qui est une vérité universelle, et pour qu'on puisse cheminer dans l'authenticité et vivre notre dharma. Alors le karma, c'est l'accumulation de nos expériences, et puis
si on peut éliminer ou amener un équilibre neutre dans notre karma, eh bien, on peut mourir une mort en paix, c'est-à-dire, et donc on peut vivre au quotidien en paix. Donc ça fait du sens aussi de payer nos dettes karmiques dans cette vie, dans cette existence. Namaste.